Salut Kevin. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On a fait plein de tentatives pour essayer d'enregistrer cet épisode avant de nous retrouver ici, là, c'est un peu le catering. Ouais, l'hospitalité. On a essayé de tourner devant les voitures, dans le paddock. Il y avait trop de vent, trop de bruit. Ça aurait été incroyable, hein, mais c'est un peu compliqué. On a essayé dans les tribunes. Ouais. Trop chaud aussi. Donc on se retrouve ici. Voilà. On est plus au calme. Ouais, on est au calme. C'est 3 heures de l'après-midi, donc il y a personne qui mange. Ils sont juste en train de préparer le dîner, parce que les Allemands ils mangent tôt, donc faut que ça soit prêt pour 5h30. Mais voilà. Donc merci de m'accueillir, enfin de m'avoir invité dans le podcast. Et puis voilà, on est au Mans, donc c'est un week-end très spécial. On est au 24 heures du Mans, et ce qui est assez drôle, c'est que tu écoutes le podcast maintenant aussi depuis que je t'ai contacté. T'es devenu un peu un accro. Ouais, j'ai fait. Tu m'as contacté, je connaissais pas le podcast à ce moment-là, donc je me suis dit ok, je vais regarder. Et il y a pas mal d'invités que je connaissais. J'ai commencé à en écouter un ou deux, et puis après voilà, je fais beaucoup de voitures. Surtout ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de voitures, et dans la voiture en fait, voilà, je me suis mis à plus écouter la radio, plus écouter un peu de musique. J'écoute tes podcasts, donc. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ça, à connaître des gens que je connaissais pas du tout avant, des milieux de l'automobile que je connaissais pas du tout avant. Donc non, je suis content d'être ici parce que c'est vraiment un format que je trouve top. Bah écoute, tu connais un peu les traditions. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'ont pas encore compris, mais il y a quand même beaucoup d'indices là. Hein. Ouais, donc voilà, je m'appelle Kevin Estre, j'ai 33 ans, je suis français. Je suis pilote officiel Porsche en championnat du monde d'endurance. L'une course du championnat du monde d'endurance, c'est Le Mans, donc on est ici, c'est la course la plus importante de l'année. Et je roule aussi aux 24 heures du Nürburgring, qui était le week-end dernier, les 24 heures de Spa, Daytona, etc. Donc que des courses d'endurance pour Porsche. Et puis voilà. Et puis le sport auto, finalement, tu l'as un peu dans les veines depuis tout petit. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs? Parce que t'as un papa qui a un team, t'as un oncle qui avait un team, je sais pas s'il l'a encore. Si, ouais, il l'a encore. Il l'a encore. C'est quoi un peu, comment t'as grandi? C'était quoi le contexte? Ouais, j'ai grandi à Lyon. On avait l'appartement qui était à 100 mètres de l'atelier de mon père. Mon père, il a un team qui s'appelle Formula Motorsport. Et à cette époque, il faisait rouler des voitures en championnat de France en Formule Ford. Qui était, on va dire, l'ancêtre de la F4 maintenant. Et à côté de ça, il faisait rouler aussi des pilotes en karting. Et mon oncle avait un team en karting et préparateur de moteur en karting. Et mon grand-père était on va dire le gourou. C'est celui qui faisait les moteurs à cette époque-là pour mon oncle. Donc vraiment toute la famille était dans le sport auto. Mon père ayant roulé avant, etc. Il a même encore roulé quand je suis né, il a continué de rouler un petit peu. Et voilà, et donc je me rappelle passer beaucoup de temps dans l'atelier, sur les pistes de kart, sur les pistes de voiture. Donc ça, j'ai toujours baigné dedans. Je pense que j'ai jamais pensé faire autre chose que du sport automobile dans ma vie. C'était assez clair depuis le début, en tout cas, c'était mon rêve et que je voulais faire ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Tu m'as raconté une anecdote assez marrante par rapport justement à ton grand-père. Je crois il a préparé des moteurs pour un pilote qui a eu une sacrée carrière ensuite. Ouais, pour Nico Rosberg. Donc il préparait les moteurs non seulement, et en plus c'était son mécano. Donc mon grand-père Daniel, il a été mécano de Nico Rosberg pendant 2 ans, je pense, en minime cadet en France. Nico en kart, ouais, exactement. Nico donc habitait à Monaco, donc il roulait dans le championnat de France de kart, qui était certainement l'un des plus relevés, enfin en tout cas dans cette tranche d'âge là, entre 10 et 13 ans, c'était le plus relevé je pense en Europe, et ça l'est toujours sûrement. Donc Nico roulait là-bas avec dans le team de mon oncle, et mon grand-père faisait la mécanique. C'était assez marrant parce que Nico parlait bien français, donc mon grand-père parle pas du tout anglais, ni allemand, ni finlandais. Donc voilà, ils communiquaient tous les deux, tout allait bien, mais quand Keke arrivait, ça arrivait il venait pour certaines courses avec le jet, etc. Et mon grand-père, il est tout sauf politique, voilà. C'est brut de décoffrage. Voilà, brut de décoffrage, et Keke arrivait, et Nico était pas devant pour quelconque raison. Ils ont été champions de France quand même, mais il y a des courses où voilà, ça marchait pas. Et là Keke était là, et mon grand-père, il allait le voir en lui parlant français, et il lui disait: "Là, ce week-end, il est pas bon ton fils."
Et là, Kéké, il comprenait pas bien, mais à un moment, bon, il y avait un traducteur qui était là, etc. Et comment ça, et machin. Et donc, il y a des anecdotes assez sympas là-dessus. Quand mon grand-père en parle, il dit, c'était un bon pilote, mais des fois, il était pas bon. Il était assez lourd. Donc, ce qui était assez grand, assez lourd quand il était petit. Donc, il y avait des pièces en magnésium sur le kart, etc. pour pas dépasser le poids. Et des fois, c'était pas assez bon. Donc voilà, et ouais, donc ça a été ma vie pendant depuis que je suis tout petit, quoi. Et toi, comment t'as fait le passage un peu de observer tout ça depuis tes yeux d'enfant jusqu'à finalement te mettre les fesses dans un kart, quoi? Ah, ça s'est passé assez tôt et assez naturellement, et en fait mon père m'a offert un kart pour mes 4 ans. Enfin, je crois à Noël, mais c'était 2 mois après mon anniversaire, donc j'ai eu un kart. À l'époque, il y avait pas de baby kart. Maintenant, il y a des baby karts, on peut acheter un kart qui va un petit de 5-6 ans. À l'époque, il y en avait pas, et en fait mon père avait coupé un châssis de minime, donc c'était à partir de 10 ans. Normalement, il avait coupé le châssis et il l'avait ressoudé. J'avais des cale-pieds de 15 cm pour atteindre les pédales, le volant tiré, etc. Et la première fois que j'ai roulé, j'atteignais pas les pédales quand même. Et je me rappelle, enfin, je sais pas comment on l'a fait à cette époque-là, mais on était allé sur le parking du Carrefour la nuit. Et mon père, en fait, il s'était assis sur le dossier du siège, il accélérait, moi j'étais dans le siège et je tournais le volant. Et on faisait un petit parcours, je sais pas, autour des caddies. Et là, à un moment, moi je me rappelle pas, c'est mon père qui m'a raconté, je tourne assez brutalement. Et il y avait du poids mon père était super haut, donc le centre de gravité il était pas bon. Déjà qu'un kart ça se retourne facilement, et là le kart est parti sur 2 roues. Mon père il a sauté pour pas qu'on fasse de tonneau, et bon, on est retombé, et à partir de ce moment-là mon père il a dit ok, on arrête, je vais te modifier le kart et on ira sur un circuit et tu rouleras toi, on roule plus comme ça. Donc ça a commencé comme ça. La première fois que j'ai roulé, c'était sur le parking du Carrefour à Bourgoin-Jallieu, donc vers Lyon. Et t'as commencé les compétitions donc très jeune aussi? Les compétitions à cette époque-là, il y avait pas de mini-kart, c'était des démonstrations de mini-kart. Donc à 7-8 ans, j'ai dû faire une démonstration ou 2, et après c'était le minime à 10 ans. Donc ma première compétition, je crois que c'était début novembre, je suis fin octobre, je devais avoir 10 ans et 4 jours à Valence, sur un très grand circuit, un très beau circuit de kart dans la région, donc pour nous. Et voilà, donc ça a été ma première course à 10 ans. C'est quoi un peu le premier souvenir justement de ta première course? Le premier souvenir, c'était j'étais vite sur le sec, mais malheureusement il y a plus en finale. Et j'avais pas mal de monde qui était là, mon parrain, ma mère, des amis, etc. Et il y a une grosse tribune à Valence au bout de la ligne droite avec une épingle, et sous la pluie, et je me suis mis 3 fois dehors. 3 fois dehors pendant la course, une catastrophe. Enfin bref, voilà. Et là tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, putain, pourquoi je suis pas en train de jouer au foot avec mes potes comme tous les autres, etc. C'est vraiment c'est des moments comme ça où qui te forgent le caractère. Et en plus c'était à cette époque-là, les minimes, on n'avait pas de démarreur, donc en fait quand on sortait, c'est en prise directe, donc on faisait un tête à queue, le moteur calait, et il y avait des pousseurs, donc généralement certains pères qui étaient au bord de la piste. Nous on remontait dans le kart et il y a quelqu'un qui nous repoussait, et là c'était toujours le même père. Et à un moment il m'a dit, putain, toi t'es vraiment, c'était un mec du sud, je m'en rappellerai toute ma vie. Toi, tu es vraiment une pince, hein. Donc il me dit, je suis une pince, je suis mauvais, quoi. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, quand il voit ton parcours, il doit peut-être regretter un peu ces mots-là, quand même. Je sais pas s'il se rappelle de moi, mais voilà. La deuxième course que j'ai fait, c'était 2-3 semaines après, c'était sur le sec, et j'ai fait 2, je crois. Donc ça m'a remis tout de suite. C'est bien parce que t'as eu tout de suite l'apprentissage un peu du côté haut et bas du sport auto, parce qu'en fait, c'est ça. Ouais, t'en as quand tu fais des courses, mais t'en as aussi pendant les essais. L'un de mes meilleurs potes, c'est Jean-Carl Vernet, c'est un autre pilote professionnel qui roule en ITCR maintenant, donc en touring car en électrique. Et on a 1 an d'écart, on a attaqué le kart ensemble et on allait rouler tous les week-ends ensemble. Et voilà. Et à ce moment-là, déjà, on commençait à se battre à coups de pare-choc et à coups de dixième, et donc t'as des jours où ça allait pas, des jours où ça allait. Donc t'apprends assez vite dans le sport auto, pas dans tous les sports, mais le sport auto c'est un truc assez violent, donc t'apprends assez vite à 7-8 ans que voilà, il faut tout faire pour que tu réussisses. C'est très psychologique. Et puis tu sais, j'ai fait un épisode avec André Lauterer, que tu connais bien. Je l'ai écouté d'ailleurs. Ouais, tu l'as écouté en plus. Et il expliquait que son père lui avait dit à 8 ans, de toute façon maintenant c'est direction la F1. Donc t'as une espèce aussi d'ultra responsabilisation à avoir très jeune. Si tu veux justement faire ton métier, tout de suite tu te professionnalises. Ouais, c'est ça. Et un peu comme André, son père était dans le métier. Moi, c'était pareil avec mon père. Il a suivi des pilotes, et même lui,
en étant pilote, étant jeune, il savait ce qu'il fallait faire pour y arriver ou pas. Il y a malheureusement pas que le talent. Il y a le talent, beaucoup de travail, de la chance, de trouver des sponsors, etc. Et ça, ouais, j'ai baigné dedans quand j'étais petit, donc je savais. Mon père n'a pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de vraiment m'expliquer, ok, c'est maintenant ou jamais, il faut que tu fasses tout. Je pense que c'était assez naturel parce que je suis pas d'une grande famille, je savais que on n'allait jamais avoir le budget pour tout faire avec l'argent, y arriver par l'argent, même si l'argent ne suffit pas, mais voilà, il fallait que ce soit le talent plus autre chose. Donc mon père, je pense pas que m'ait un jour dit ok, c'est il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Bien sûr, il y a des moments où tu te fais recadrer, mais c'était assez naturel et je pense que j'ai compris assez vite ce qu'il fallait que je fasse pour être pilote. T'avais un peu absorbé comme une éponge en observant ta famille. En voyant ma famille et des amis. J'ai beaucoup de potes qui ont roulé en fait avec mon père en ayant 2, 3, 4 ans de plus et je voyais ce qu'ils faisaient, ce qu'il fallait faire, les sacrifices qu'il fallait faire pour y arriver ou ne pas y arriver. Et donc j'ai eu pas mal d'exemples comme ça dans ma carrière avec des potes ou avec des gens que je connaissais qui étaient juste 2-3 ans devant moi et voilà, je prenais exemple ou non. Je sais pas exactement à quel âge ça t'est arrivé, mais t'as eu une petite anecdote en kart où t'as fait une rencontre un peu fortuite avec un animal. Ouais, ça c'était pendant ces démonstrations justement en mini-kart. Donc je devais avoir 7-8 ans, c'était sur une piste qui s'appelle le Creusot et on faisait une démonstration donc pendant une course de kart entre midi et 2, pendant que les gens allaient manger, etc. Il y avait des mini-karts qui roulaient et là il faisait chauffer le moteur, il faisait chauffer le moteur sur les tréteaux avant de partir et là il y a un mec qui était à côté du kart et mon moteur c'était un Comet 80 avec un tout petit échappement de 5 cm qui ressortait, une toute petite pipe d'échappement et il finit de faire chauffer le moteur et là il y a un mec qui dit putain je viens de voir une vipère qui est rentrée dans le moteur. Et là mon père dit mais arrête tes conneries et tout. Si je te jure. Mon père dit allez mets le kart par terre, on met Kevin dedans. Non je te jure il y a une vipère qui est rentrée, il y a un serpent. Et mon père dit allez arrête, je te jure. Ah, ok. Et donc du coup ils remettent le voiture, ils essaient de regarder, ils trouvent rien. Mon père dit bon on va démarrer le moteur, on va voir. Il démarre, ça fait un bruit bizarre, etc. Et au final le moteur démarrait plus. Ils ont ouvert le moteur et ils ont vu que dans le cylindre il y avait vraiment une vipère. Il y avait un serpent qui était rentré dans le moteur cramé. Donc j'avais pas fait ma démonstration, j'étais deg. T'aurais sorti la vipère, elle serait sortie. Ouais, voilà. Je pense pas qu'il aurait survécu, mais voilà. Et j'ai eu un article dans le journal. Je sais plus si c'était ou Kartmag ou un magazine spécialisé, je me rappelle plus. C'est pas un tigre qui était dans le moteur de Kevin S, mais une vipère, voilà. Donc c'était. Est-ce que depuis anecdote. Les serpents c'est ta cam ou c'est je déteste. Ah ouais. Je déteste. C'est je suis pas peureux, mais je crois que les serpents et les requins c'est les deux trucs qui me font peur et les serpents c'est vraiment un truc que j'aime pas. Je sais pas si ça vient de là, mais. Et rouler en Viper du coup ça. Non, ça m'est jamais arrivé et je pense que ça m'arrivera jamais. Et donc là, tu commences un peu, ta carrière, c'est encore un grand mot, mais tu commences à rouler en kart, donc en minime, tu commences à avoir des bons résultats. Comment ça évolue un petit peu? Ouais, je fais une bonne année. Il y avait pas de championnat de France à cette époque-là. C'était des grandes courses, 3-4 grandes courses françaises. Et la première année, je crois, je fais premier ex-aequo. Il y a Kartmag, un magazine spécialisé du kart qui fait un espèce de classement en faisant des points, etc. Je fais premier ex-aequo. Donc ça se passe bien. Et malheureusement, et là mon père bossait beaucoup dans le kart à cette époque-là et il faisait rouler un jeune pilote monégasque. Et ce pilote monégasque était vite, avec beaucoup de moyens, et son père sans scrupules. Et en fait, c'était le seul client de mon père à ce moment-là. Et ce client dit à mon père, ok, ton fils c'est bien, etc. Mais l'année prochaine, si tu veux bosser pour moi, faut que j'ai l'exclusivité. Et ton fils, il fera pas le championnat. Il roulera pas en concurrence avec le mien. Donc il a dit concrètement en fait ton fils fait peur en termes de résultats à mon fils. Il avait peur qu'avec le même matériel, parce qu'à ce moment-là on avait vraiment du super matériel avec les moteurs de mon oncle, etc. Et qu'avec le même matériel j'étais un peu plus vite que lui. Et il avait peur que voilà. Et donc il a mis mon père un peu face au mur et à ce moment-là voilà, mon père a pas eu
il avait pas la possibilité de faire autre chose, donc il a accepté. Donc du coup j'ai fait 1 an, ma 2e année de minime en gros, à rouler, à faire des petites courses par-ci par-là, et ce mec a gagné le championnat de France. Comment tu l'as vécu à ce moment-là, parce que ton père il devait être dégoûté déjà? Ouais, c'était dur. C'était dur. Et puis t'es jeune, t'as 11 ans, et ça te forge le caractère aussi. Et là tu comprends très vite qu'on est dans un monde et dans un milieu. Le sport auto c'est encore voilà, c'est très particulier, mais aussi dans un monde de requins, et qui est des fois injuste, et t'as beau faire tout ce qu'il faut, tout ce que tu peux, mais voilà, il y a des fois des décisions qui sont à prendre, et donc voilà. Donc j'ai pas fait ce championnat de France là en 2e année de minime, et le mec a gagné, et ensuite mon père s'est séparé avec lui l'année d'après, et j'ai gagné championnat de France cadet l'année d'après, donc voilà, c'était une belle revanche. Et lui il a pas roulé dans cette catégorie là, mais ouais, donc j'ai appris très tôt que le sport auto c'était très très compliqué, et l'argent avait malheureusement un gros rôle. Un rôle politique presque aussi. Exactement. Ouais. Et donc là, entre le moment où tu gagnes en cadet et le moment où tu vas devenir un peu pilote professionnel, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas pilote officiel, pilote d'usine, ouais. On dit. Là, je continue ma carrière avec des années, des bonnes années, des mauvaises années. Après le cadet, t'as le junior, donc le minime cadet c'est national, le junior c'est international. Et là, on fait des bonnes perfs, mais on gagne pas de championnat. Après, il y a l'ICA, qui est une catégorie très importante. C'est juste avant, on va dire, la catégorie avant d'être professionnel en karting, à cette époque-là en tout cas. Et là, on le fait un peu avec les moyens du bord, mais avec les résultats que j'avais, il y a Sodicart, donc un team, un constructeur, le plus gros constructeur français, sûrement le plus gros constructeur de cartes au monde, qui faisait rêver tous les jeunes de l'époque, exactement, toujours maintenant, sûrement d'ailleurs. Il revenait en fait dans la compétition, et qui m'aide et qui me donne des châssis, et on arrive à avoir un deal avec des moteurs, etc. Et parce que le kart déjà coûtait très cher à cette époque-là, mais avec la performance, on arrivait à avoir le budget pour faire des saisons. Et on fait le championnat de France, on fait le championnat d'Europe, et je gagne le championnat d'Europe à Mariembourg en Belgique en ICA. Et voilà. Et du coup la saison d'après. Donc là, je me fais connaître un peu à l'international, ce qui est donc là, on est en 2004 exactement, ouais. Et en 2005, du coup, je passe pilote officiel Sodi. Donc là, du coup, j'avais plus rien à payer, à part mes déplacements peut-être. Mais à côté de ça, je suis à l'école. Donc et là, il y a 2 types de pilotes en Formula. C'est la catégorie reine du sport auto. C'est pas le KZ, parce qu'à l'époque le KZ, donc le kart à boîte, qui est maintenant la catégorie reine depuis une dizaine d'années, c'était moins professionnel, ou en tout cas la vraie catégorie reine c'était le FA, le Formula, avec un 100 cm3, sans embrayage, prise directe, voilà, c'est là où il y avait tous les pros. Et là t'as des pilotes pros, des mecs qui font ça depuis 5-10 ans, des vrais pros qui gagnent leur vie en faisant du kart, etc. Et des jeunes qui avant d'accéder à la voiture ou autre. Et moi je suis à l'école, voilà, et donc je fais des essais, je fais des courses, et la saison se passe moyennement. Donc ma dernière saison de kart, je fais peut-être 2-3 podiums en championnat de France, un podium en championnat d'Europe, et voilà. Mais j'étais pilote officiel Sodis, qui était pour moi important, et sinon on n'aurait pas pu le faire, je pense, en termes de budget. Donc voilà, ça c'était ma dernière année de kart. Et après, donc je fais la transition vers l'auto. Là, c'est les Mygale, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, je posais la question, les Formule 4 Mygale, c'est par rapport à la forme qu'on les appelle les Mygale? Non, c'est Mygale, c'est un constructeur de châssis français qui est à Manicourt, qui fait des F3, des formules, qui a fait beaucoup de Formule Ford, qui a été très connu en Formule Ford, Formule Renault, F3, etc. Donc c'est pour ça, c'est la marque du châssis qui est Mygale. Et là en fait je fais un volant fin 2005. Donc si vous écoutez les autres épisodes, vous allez voir les Lafitte, même Darniche, etc. Il y a plein de pilotes à cette époque. C'était comme ça qu'on accédait au sport automobile à l'époque, et ça a continué pendant longtemps, et ça s'est moitié arrêté maintenant malheureusement. On fait un volant, donc on s'inscrit dans une école de pilotage. On fait 4-5 jours d'entraînement, et ensuite on essaie d'accéder à la finale, et à la finale il y a 5 pilotes, et le premier, le plus rapide, gagne une saison d'F4 et est volant Mygale. Donc à l'occurrence c'est ce constructeur de châssis qui nous payait la saison en fait pour la F4 française. Et je gagne ce volant face à Tristan Vautier, un autre pilote français de la région que je connaissais très bien, qui avait roulé dans le team de mon père, etc. C'était assez sympa, parce on partageait la chambre d'hôtel, et on se battait au final ça valait 50 000 € hors taxe la saison.
ce qui était vraiment pas cher pour l'époque et pour commencer le sport automobile, enfin commencer la monoplace. Et on se bat à coup de dixième et on fait en finale on est donc 5 pilotes et on est les 2 qui se détachent par rapport aux autres et ils nous refont passer. C'est moi qui étais le plus vite mais ils nous refont passer parce que Tristan avait 1 an de moins, que je sais pas, il pensait qu'il avait plus de potentiel, etc. Ils nous refont passer donc on part avec 2 voitures différentes à un demi-tour d'écart. C'était à Montlhéry, donc vers Paris, un circuit mythique de l'époque, mais sur le petit circuit de Montlhéry. On part avec un demi-tour d'écart, on fait 3 tours chrono, on rentre, on change de siège, on change de voiture et on refait 3 tours chrono. Et là, ils regardent tout, ils regardent le meilleur tour, le moins bon et la moyenne. Et là, je fais le meilleur tour pour, je sais plus, je pense 1 centième. La moyenne, je crois, je suis 3 centièmes devant, et le moins bon tour, c'est lui qui l'a avec 3 centièmes moins vite que moi, quelque chose comme ça, un truc pas de débat, quoi, du coup. Un truc de fou sur 6 tours. Mais voilà, pas de débat. Et là, ils étaient obligés de me faire gagner. Donc voilà, et c'est là. Et je me rappelle, c'était un moment important pour moi parce qu'il fallait que je gagne cette course pour faire cette course volant et on va dire cette série pour faire la F4, avoir le budget et voilà, c'est parti de là. Et l'année saison d'après, donc j'ai fait la F4 en France que je gagne. Toujours toujours Tristan, toujours. Exactement. Charles Pic aussi. Charles Pic, ouais. Contre Tristan et ça se fait à la dernière course sur le meilleur tour en course. Donc on arrive à la dernière course à Manicourt. Il est en tête, je suis deuxième. Et je sais que pour gagner le championnat, si ça reste comme ça, je vais avoir 1 point de moins que lui. Et si je fais le meilleur tour en course, on est ex-aequo et en nombre de victoires, je gagne. Et je fais le meilleur. C'était gras, donc un peu humide, et on est en pluie et ça s'améliorait. Donc le temps s'améliorait tous les tours. Et là, l'avant-dernier tour, je fais le meilleur tour en course pour quelques centièmes et je gagne le championnat. Donc Est-ce que tu dirais que c'était un super moment de ta carrière? Ouais, énorme parce que je sais que si je veux continuer dans le sport auto, il faut que je gagne. Si je gagne pas, je suis mort. Et surtout la F4, il faut la gagner la première année. Tu peux pas. Si tu gagnes la deuxième année, c'est normal. Si tu gagnes la première année, il y a quelqu'un, peut-être il y a Red Bull, il y a Renault, il y a plein de filières à cette époque-là qui peuvent te repérer et te prendre, ou un manager ou autre. Parce qu'à ce moment-là, ton objectif c'est la F1. Ouais. Depuis le début de ma carrière, mon objectif c'est la F1. Mon père a toujours été dans le monoplace. Je connaissais, il a fait rouler Romain Grosjean, qui était donc il a entraîné Romain Grosjean dans sa carrière au début, entre autres, beaucoup d'autres, mais entre autres. Et donc Romain avait 3-4 ans de plus que moi, et je voyais, voilà, il a pas fait la F4, mais il fait la Formule Renault, il gagne, il est pris par Renault et voilà, il était à ce moment-là sûrement aux portes de la F1, il était en GP2 sûrement quand moi j'étais en F4. Donc je sais que c'est possible, mais pour ça il faut gagner toutes les courses, tous les championnats que je peux. Et donc t'avais besoin aussi des price money. Voilà, exactement. Quand on gagne la F4 à ce moment-là, on prend une prime en fin d'année de peut-être, je crois que c'était 120 000 euros, ça dépendait des années, pour faire de la Formule Renault, qui était le niveau au-dessus. Et la Formule Renault, c'était une saison, ça devait coûter dans les 200 000 euros, la Formule Renault France. Et sans ces 110 000, 120 000 de primes, c'était impossible pour nous de réunir ce budget-là, et donc il fallait que je la gagne. Mais c'était pareil pour Tristan, hein, au final, on était tous, peut-être Charles Pic un peu moins parce qu'il est d'une famille assez fortunée, mais quand même, voilà, on est tous là pour se battre pour le championnat, pour gagner des courses, et surtout quand tu viens d'une famille qui est pas très aisée, tu sais que c'est ta seule chance d'y arriver. Donc tu arrives en Formule Renault, et là je crois que ça se passe pas très bien. Ah, ça a été, je pense que la pire année de ma carrière. On était coéquipiers avec Tristan dans un team qui s'appelle Graf Racing, qui existe encore aujourd'hui, mais ils font de l'endurance. Le team champion de l'année d'avant, j'avais comme exemple Jean-Carl Vernet, donc mon meilleur pote de l'époque, qui a toujours été 1 an devant moi parce qu'il avait 1 an de plus, et il gagne la F4 l'année avant moi. Il passe en Formule Renault, il fait 2e du championnat, il est pris Red Bull. Donc pendant que moi je gagne la F4, j'ai mon pote qui est pris pilote Red Bull parce qu'il fait une super année en Formule Renault France. Donc j'ai toujours cet objectif et je sais que c'est possible. Donc voilà, on va dans le team qui gagne le championnat. Et cette année-là, il y a eu des modifications sur la voiture et voilà, et plein de choses qui ont fait que avec Tristan, on se battait pour P5, P4, P3, P6 et on fait pas une belle année. Moi, je fais pas un podium.
y a rien qui se goupille bien. Je fais aussi que le championnat de France, alors que beaucoup de pilotes. Donc le champion de cette année-là du championnat de France, c'est Jules Bianchi. Donc voilà, quelqu'un qu'on connaît tous et qui a eu une très grande carrière et sûrement peut-être le meilleur pilote de notre génération. Donc il y a un gros niveau. Mais voilà, on peut pas se battre contre lui parce que je pense le team, il manquait un petit peu dans le team, il manquait un petit peu dans nous-mêmes. On avait 17, 18 ans, on est facilement déstabilisé, la saison commence mal et voilà, on part dans un cercle vicieux et voilà. Et donc je fais 5-6 du championnat de France et voilà. Et il y a pas mal de pilotes qui faisaient le France plus l'Europe, donc ils avaient beaucoup plus de roulage. Enfin voilà, c'est un enchaînement, un ensemble qui fait que ça marche pas. Et là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis c'est mort pour la F1, tous les espoirs sont un peu à la poubelle? Ouais, dans l'hiver, j'ai toujours l'espoir avec un ou deux sponsors d'aller dans un team différent, d'essayer de refaire le championnat de France ou faire le championnat d'Europe et on voit qu'on s'enlise un peu, que les prix augmentent, voilà, et on n'avait pas de bourse. On gagne pas de championnat, on gagne rien, donc jusqu'à maintenant, on a toujours arrivé en gagnant des courses à avoir des bourses, à avoir des primes. Et là, il y avait rien. Je fais 7 du championnat, il y a rien qui se passe. Donc et les sponsors aussi. Enfin, les sponsors me suivaient, croyaient encore en moi, mais les sponsors qu'on avait, c'était 50, 60, 70 000 euros par an. Et là, il nous fallait pour refaire le championnat de France peut-être 240, 250, et pour faire le championnat d'Europe 300 000 et on les avait pas. Donc on est un peu face au mur et on sait pas trop en fait ce qu'on va faire à ce moment-là. Et là, tu te fais contacter par un certain Patrick Pillet. Ouais, en fait, je me fais contacter par Christian Boisse, qui était le manager de Patrick Pillet. Et en fait, le Graf, donc le team dans lequel je roulais en Formule Renault, parallèlement, ils avaient attaqué la Carrera Cup France la même année. Donc, c'est peut-être aussi une chose qui a fait qu'on était peut-être un peu moins bien en Formule Renault, je sais pas. Mais voilà, avec Patrick Pillet. Et en gros, ils avaient un deal de 2 ans. Avec le manager, avec des sponsors pour faire bien, essayer d'emmener Patrick qui venait lui de la monoplace, mais il était allé jusqu'aux portes de la F1 on va dire. Il voulait devenir pilote professionnel, pilote de GT, etc. Donc il fait la Carrera Cup et il gagne la première année en 2007. Donc pendant que moi je faisais la Formule Renault, lui il gagne et donc, du coup au lieu de faire en 2 ans, il le fait en 1 an. Il le fait en 1 an, mais il y avait à peu près le budget pour 2 ans. Ils avaient prévu en tout cas, et Patrick est pris pilote officiel Porsche, donc il a plus besoin de cet entourage-là. Et du coup le manager Christian Boisse, par le biais du team manager de l'époque, donc m'appelle et dans l'hiver. À cette époque-là, on faisait tout avec mon père. J'avais 19 ans et voilà. Et on se dit bon écoute, de toute façon on n'a pas vraiment beaucoup le choix et c'est quelque chose. Moi mon but ultime c'était de faire de la Formule 1. Après cette saison de Formule Renault, je savais que ça allait pas se faire. Donc le deuxième but c'est d'être pilote professionnel. Et quand on te dit Porsche, tu y vas, hein, t'hésites pas. Donc t'as été tout de suite lucide en fait. Tu t'es dit ok, mon premier rêve, j'y arriverai pas, mais je vais me raccrocher au rêve plus général quoi. Ouais, je pense que j'ai été lucide toute ma carrière, enfin en tout cas même déjà en kart, déjà en Formule Campus, enfin en F4, je savais mon rêve c'était de faire de la F1, mais je savais déjà que ça allait être, même si je gagnais tout, ça allait être très compliqué. Je connaissais assez le milieu pour savoir ça. Mais ouais, à ce moment-là, je me dis, j'ai été lucide, j'ai saisi l'opportunité. On a fait un test à Nogaro en Porsche Carrera Cup. J'ai tout de suite été correct, mais je faisais beaucoup de plat sur les pneus parce que c'était la première fois que je roulais dans une voiture fermée. On voit pas les roues sur une monoplace quand tu t'es assis très bas, mais quand tu freines, tu vois la roue bloquée. Dans une Porsche, tu vois rien. Donc, faut se sentir dans le volant, faut se sentir dans la pédale. Et donc au début, j'étais vite tout de suite, mais je fracassais les pneus. Je tapais beaucoup trop dans les pneus et je faisais des plats, etc. Mais bon, ils ont vu que j'avais du potentiel pour faire. Donc voilà, ils misent sur moi et avec les sponsors que j'avais à côté, j'arrive à faire ma première saison de Carrera Cup en France. Et ça se finit comment la première saison? Il y a eu des hauts et des bas, j'étais perfo, mais j'ai fait des erreurs, mais je gagne la dernière course du championnat à Manicourt. Je fais quelques podiums, je fais des erreurs, donc au championnat,
je fais premier rookie, donc en première année, j'étais le plus jeune. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui font la Carrera Cup, mais à cette époque-là, j'avais 19 ans et j'étais de loin le plus jeune. Je me battais contre des Frédéric Makowiecki, qui est maintenant mon coéquipier, Anthony Beltoise, Renaud Derlot, Laurent Gropi, Mike Parisi, des grands spécialistes de la Cup. Et moi, j'arrivais là, voilà, à 19 ans. Donc je fais une année correcte pour une première année, mais difficile quand même. Mais je gagne la dernière course et voilà. Et après, on arrive à réunir les budgets pour refaire une deuxième saison. Et là, la deuxième saison, c'est là où tu casses tout, quoi. Ouais, deuxième saison beaucoup mieux, plus constant. Et là, je me bats pour le championnat, mais je le gagne pas. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a été aussi une période de ma carrière qui a été assez difficile parce que, pareil, je savais Patrick Pilet, il a été pris par Porsche en tant que pilote officiel parce qu'il est arrivé en Cup France et il a gagné la première année. Après, il avait 26 ans, un truc comme ça, et beaucoup plus d'expérience dans le sport auto que moi à cette époque, et il a fait une super saison, etc. Et moi, il me manquait toujours un petit quelque chose où j'attaquais trop, en fait. J'ai un style de pilotage qui est assez, on va dire. On te compare souvent à Verstappen, ouais, sur le style. Je suis à l'attaque et je trouvais pas le juste milieu entre l'attaque et il y a des moments relâcher un peu et être un peu tranquille, et donc je faisais des erreurs et ça m'a coûté les 2 premiers championnats. J'ai fait des erreurs. Je me suis battu pour le championnat, mais j'ai pas pu gagner. Et la 3e année, je me bats contre Fred Mako. Je pense que la 3e année, c'est la première année de Romain Monti. Donc je me bats contre Fred Mako et là on était deux au-dessus du lot toute l'année parce que tous les anciens étaient partis, les jeunes il en manquait encore un peu, donc on se battait à coups de dixième et ça se fait à la dernière course du championnat à Manicourt, un peu comme en Formule 4 4 ans auparavant, mais là je le perds pour un point. je perds le championnat pour un point contre Fred Mako et donc voilà, et c'était ma 3e année de Cup et je sens que ça va être dur. Je sens qu'il faut que j'arrive à me tourner vers l'international parce que si je gagne ma 4e année de Cup, ça sera normal au final. Et donc faut que je me tourne vers l'international et là j'essaye de faire la Porsche Super Cup. J'essaie de contacter beaucoup de teams. Exactement, international, donc en ouverture des grands prix de F1. Qui a un niveau extrêmement relevé, et là tu sais que si tu fais bien, là il y a Porsche Allemagne, donc le groupe qui regarde et tu sais que tu vas avoir un test, que voilà, qui vont penser à toi. La Cup France, c'est si tu le gagnes la première année, c'est exceptionnel, ils vont penser à toi. Si tu le gagnes la 4e année, c'est normal. Je pense pas qu'il serait passé quoi que ce soit. Donc j'essaye absolument de faire ça et j'arrive à avoir un test avec un team allemand, Attempto Racing. C'est le seul qui m'invite à faire un test, en fait. Les autres, ils étaient là, oui, ouais, c'est bien, on te rappellera, et personne me rappelle. Et là, les saisons, c'est beaucoup d'argent. En France, j'arrivais à ne pas payer beaucoup parce que les gens savaient que j'allais gagner des courses, gagner des prize money, etc. avec les sponsors. Mais en Super Cup, c'était des budgets à 300 à 400 000 euros et j'étais loin de les avoir. Donc il y a personne qui m'invite pour faire un test. Et là, ce team-là m'invite pour faire un test à Adria, sur un tout petit circuit en Italie, vers Venise. Et je sais pas ce que j'avais mangé ce jour-là, mais je pulvérise le mec qui était contre moi, en fait, dans la voiture, qui avait presque signé. Il est reparti à pied, voilà. Et là c'est un truc assez sympa. Donc l'année d'avant, je rencontre ma femme dans une course en Allemagne en GT, et là, on va pour signer le contrat. Donc là, je suis avec mes sponsors en disant OK, j'ai trouvé un team, il faut voilà, j'ai un sponsor qui me suit, qui me dit OK, cette année, je vais miser sur toi, etc. pour l'international, je vais te donner, je me rappelle plus du montant, mais 150, 200 000 euros. OK, c'est une super base, avec le team, ça devrait le faire, etc. Le team voulait investir de l'argent sur moi, donc ça allait. Et là, je vais pour signer le contrat en Allemagne. Donc je rejoins ma femme dans un aéroport, elle vient me chercher, on part, qui habitait en Allemagne à l'époque. Enfin, c'était ma copine de l'époque, pas ma femme. Et on va voir le team, et là, mon sponsor, il répond pas. Il mail, téléphone, il répond pas. Et là, on arrive au team et il a fait le mort, en fait. Voilà, il a fait le mort, il y a eu un problème, je sais toujours pas ce qui s'est passé, mais voilà, je lui parle maintenant, mais on n'en parle jamais, et il m'a jamais dit, et voilà. Bref. Et donc, j'avais quelques sponsors à côté, mais j'avais 100 000 euros à tout casser, et c'était loin de ce qu'il fallait pour faire la Porsche Super Cup. Je crois que l'engagement, c'est déjà 60 000 euros.
en ouverture des grands prix de F1. Enfin voilà. Et là, on essaie de voir avec ma copine comment on peut faire, etc. Je dis on va essayer, ma foi. Voilà. Je dis au team, je pense que j'arrive à réunir 100 000 euros. Il me dit, mais t'es fou, tu m'avais dit 200, 250. Je dis, ouais, mais j'ai un sponsor qui répond pas et tout. Putain. Bon. Et c'était un dimanche. J'ai pas de secrétaire là. Ok. Là, ta copine, machin. Je dis, assis-toi à mon bureau et on va écrire le contrat. Ok. Donc elle s'est assise à son bureau. On a pris un contrat type et il m'a dit combien t'as, quand est-ce que tu peux amener le plus possible avant la première course, etc. Je dis là, j'appelais les autres sponsors, mon père, essayer de mon père qui m'aidait beaucoup aussi financièrement à cette époque-là avec ce qu'il pouvait. Et on écrit le contrat et on je sais plus, on amenait 80 000 euros avant la première course et 20 000 euros après la deuxième et basta. Il me dit tu fais les 2 premières courses et puis on verra. Hein. Puis je pense que ça s'arrêtera là, mais bon, voilà. Ok. Puis banco et on fait les 2 premières courses et je fais 4 en qualif à Barcelone à la deuxième course. Je me bats pour le podium contre Nick Tandy qui a été un pilote officiel Porsche à ce moment-là. Et le team finalement me garde pour toute la saison avec le budget que j'avais et ça a commencé comme ça ma carrière internationale et donc voilà, je suis très reconnaissant envers ce team et c'est pour l'anecdote, c'est ma femme qui a écrit le contrat avec c'est ouf comme histoire. Avec le team manager et moi à côté c'était stressant, c'était une journée incroyable. Et après comment t'as fait la transition entre pilote donc de ce team et pilote officiel Porsche? Donc j'ai roulé pour ce team pendant 3 ans, 2011, 2012, 2013. En 2012, je me bats pour le championnat en Super Cup et je le perds à la dernière course à Monza contre René Rast pour 1 point. Donc je gagne pas, je fais 2e de la Super Cup. Mais donc à ce moment-là déjà, fois que tu perds pour 1 point. Ouais, pour 1 point, c'est dur. Mais à ce moment-là, en 2012 déjà, je commençais j'avais plus besoin d'amener de sponsors et je prenais un petit peu d'argent, j'arrivais à en vivre. Donc j'étais pas pilote officiel, c'est juste que le team misait sur moi avec les prize money, avec les sponsors qu'ils avaient. Voilà, j'arrivais à gagner un peu ma vie. Donc je vais habiter en Allemagne en 2012 avec ma copine et voilà, et je fais la Cara Cup allemande, la Super Cup. 2013, je gagne la Cara Cup allemande qui est un niveau très relevé autant que la Porsche Super Cup. Et fin 2013, j'avais déjà été repéré par Porsche. Porsche m'avait déjà envoyé aux essais aux 24 heures du Mans, faire les 24 heures de Daytona, pas en tant que pilote officiel, mais voilà, en disant au team, ok, si vous faut un pilote, prenez-le, il a l'air pas mal, et pour me tester. Et fin 2013, je gagne la Cara Cup allemande, et en gagnant la Cara Cup allemande, normalement, t'avais une chance de rentrer chez Porsche. Et là, ça traîne et le patron de Porsche Motorsport de l'époque me répond à moitié en me disant ouais, ça va le faire, après ça va pas le faire, après il me répond plus, etc. Il était pas trop fan de toi, quoi. Ouais, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, sans me dire, mais voilà. Et j'ai l'opportunité de faire une course, la dernière course du championnat GT de FIA GT à Bakou. Pas sur le même circuit que maintenant la F1, mais en ville, à peu près au même endroit, sur une McLaren. J'ai une opportunité avec un team qui s'appelait Exis, Philippe Dumas, le team manager. C'est la dernière course du team et il voulait faire, voilà, on se connaissait, etc. Il me fait tester la voiture, je roule bien, on va faire la course. Et là, la course se passe pas trop mal jusqu'au départ de la dernière course. Mon coéquipier crève, etc. Il rentre au stand, on repart 23e, on change de pilote, on repart 23e et il restait 35 minutes à faire. Et là, super stratégie, je double, etc. Et on remonte, je double le coéquipier de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb roulait dans le championnat à cette époque sur une autre McLaren. Je double le coéquipier de Sébastien Loeb, qui était pilote officiel McLaren à l'époque, à 2 tours de la fin. On se touche un peu, etc. Et on finit 2e de la course. Et là, le lendemain, il y a Martin Whitmarsh, qui était le boss de chez McLaren de l'époque, juste après que Ron Dennis soit parti. Donc McLaren, le groupe, qui m'appelle et qui me dit ok, tu viens à Woking dans la semaine et on discute. Ok, donc j'y suis allé, donc au siège de chez McLaren à Woking, donc le truc incroyable, avec le lac au milieu, la F1, tu vois les voitures de Senna, un truc de fou. J'en ai encore des frissons maintenant et voilà, et on signe un contrat de pilote officiel. Donc je passe pilote officiel McLaren GT avec un contrat McLaren pendant 2 ans, donc 2014-2015. Ce qui m'a beaucoup appris. C'est ton premier contrat en fait de pilote officiel. Contrat de pilote officiel.
voilà, je suis sûr, je suis safe, j'ai un contrat de 2 ans, je gagne tant d'argent par an, voilà, je suis professionnel et je suis bien parti pour faire une carrière. En tout cas, j'ai tout pour. Et après, donc je fais 2 bonnes années en roulant aux États-Unis, en Europe, et après de la chance, il y a un clash de dates entre le championnat américain, l'IMSA et le WEC. Il y a Spa et Laguna Seca en même temps. En GT, donc Porsche utilisait des pilotes officiels pour le GTE Pro, pour Spa et pour l'IMSA, et en plus il y a le LMP1, et ils font une 3e voiture pour préparer Le Mans au LMP1 où ils prennent Tandy et Bamber, des pilotes de GT, donc il leur manquait des pilotes en fait pour Spa. Et là j'ai un ami qui est pilote officiel Porsche, Jörg Bergmeister, qui donne mon nom à Porsche Motorsport. Le boss avait changé de l'époque, donc c'était pas le même qui m'avait pas accepté, et il dit il regarde et tout, il m'appelle, je leur dis pour faire cette course de Spa en WEC, donc en GTE Pro avec le team d'usine dans la RSR, et là moi je suis pilote officiel McLaren. Donc je suis comme un dingue, mais j'appelle McLaren, je leur dis écoute, j'ai une opportunité pour faire une course. McLaren c'est pas un concurrent parce que McLaren faisait pas de voiture ils se battaient pas contre Porsche dans cette course là. Et le mec Andrew Kirkcaldy, le boss de l'époque, me dit allez, c'était un pilote et je pense qu'il a été cool. Il me dit ok vas-y. Par contre ce que tu vas gagner pour cette course c'est nous qui le prenons. Ok, pas de problème. Donc je les mets en relation Porsche McLaren et voilà, Porsche fait un virement à McLaren et il me laisse rouler, il me loue en fait pour la course. Et on fait cette course à Spa et j'avais jamais roulé dans la RSR. Première séance d'essai sous la pluie, je fais le meilleur temps, etc. Ça roule bien et on fait 3 de la course. Et voilà, et au milieu, 2 mois après, j'ai une proposition de contrat chez Porsche et c'était la fin de mon contrat chez McLaren et McLaren voulait me garder, mais voilà, pour moi c'était même pas no-brainer. Il y a même pas de discussion. Pas de discussion, c'était Porsche au-delà de tout, au-dessus de tout, et donc voilà, je signe mon contrat en fin d'année en 2015 et j'y suis toujours. C'est fou. Mais tu sais que en acceptant quand même que tu fasses cette course, effectivement, bon, c'est comme tu dis, t'es pilote. Donc c'est par sympathie pour ta carrière, etc. Mais ils ont un peu signé leur arrêt de mort parce que du coup t'as fait une grande course. Ouais, c'est sûr. Je pense je sais pas, ils savaient que ça pouvait se passer comme ça. Après ils se disent bon voilà, ils étaient cool en fait. Ils ont vraiment été sympas et ils le faisaient avec pas mal de pilotes mais pas en GT, ils les laissaient faire des courses en proto ou en V8 Supercar en Australie ou voilà. Et là en GT, voilà, Porsche se battait pas contre McLaren sur cette course-là, mais les 24 heures de Spa 3 semaines après, là où d'ailleurs j'ai eu ma proposition de contrat, c'était Porsche contre McLaren. Donc voilà, mais en tant que pilote, lui il s'est dit je lui donne sa chance, enfin en tout cas je le laisse rouler et puis on verra, mais ils se sont quand même battus, ils se sont battus pour me garder, mais je pense qu'il a compris aussi que c'était pas possible, que voilà, pour moi c'était clair. Donc en 2015 t'as 27 ans, c'est ça? Ouais. Tu touches ton rêve du doigt finalement. Ouais, je suis pilote déjà en 2014-2015, je suis pilote officiel McLaren, mais là la Porsche c'est voilà, je vais à Weissach en janvier. Je récupère ma voiture de fonction. Déjà je signe mon contrat fin novembre. T'as le choix entre 2 voitures de fonction parce qu'il faut réserver ces voitures à l'avance. T'as le choix entre on est désolé mais un Cayenne Turbo S et une 911 Carrera. Pas une Carrera S, pas une 4S, pas une GTS, une Carrera parce que voilà, voilà, on a plus d'autres. Ils se sont excusés pour ça. Ouais. Mais ils ont raison. Et moi, je suis là, mais vous êtes des fous. Et donc, je réfléchis même pas 5 minutes, ça sera la 911. Je suis pilote Porsche, je vais pas me trimballer en Cayenne pour ma première voiture. À ce moment-là, je roulais non, j'avais une bonne voiture, mais tu roulais en quoi à cette époque? Je pense que je roulais en Infiniti parce que McLaren, on n'avait pas de voiture de fonction et j'avais un deal avec un dealer luxembourgeois qui me donnait une Infiniti pour la saison. Je roulais en Infiniti, voilà, mais une Porsche. J'avais roulé dans des Porsche de route, mais pas beaucoup déjà, et voilà, c'était ma voiture de fonction, donc une 911. C'était la première année donc c'était la 991 et c'était les premières turbos. Donc la Carrera, mais 370 chevaux je crois. Et voilà, en janvier je configure ma voiture, etc. Je vais chercher ma voiture et c'est un truc de fou. C'est ma voiture, enfin c'est pas ma voiture, elle m'appartient pas, mais c'est celle avec laquelle je vais rouler. Je l'ai configurée à la couleur que je veux et voilà,
Ouais, tu vis un rêve de gosse, quoi. C'est le rêve, ouais. Et côté sportif, première saison, donc 2016. Ouais. Dur. Première saison, je fais des erreurs. Il y a rien qui se met en place. Ma première course à Daytona, en plus Porsche me met dans le numéro 911 aux États-Unis, dans la RSR 911 aux États-Unis, qui était on va dire la voiture à être, avec Patrick Pillet et Nick Tandy, qui avait gagné le championnat l'année d'avant, 2015. Ça fait quoi justement de retrouver Patrick Pillet en te disant il y a pas très longtemps c'était un peu le lièvre à suivre? Ah, c'est une grande fierté. Makowiecki, Frédéric Makowiecki, contre qui je me bats en 2010 pour la Carrera Cup France, qui pour la petite histoire a été pris fin 2013. Donc quand moi je gagne la Carrera Cup allemande, lui il était chez Aston à ce moment-là en 2013. Moi je gagne la Carrera Cup allemande et je touchais du doigt le contrat officiel, et là ils prennent Frédéric Makowiecki qui vient de chez Aston, et moi voilà, j'ai rien. Donc voilà, et là je suis avec eux, je suis même si j'ai encore beaucoup à apprendre, et ils avaient une expérience que j'avais pas et je connaissais pas, etc., mais je partage la voiture avec eux. Voilà, j'ai le même statut qu'eux, je suis pilote officiel Porsche. Et donc un truc de fou. Et là 2016, Daytona on casse quelque chose, Sebring je fais une grosse connerie. C'est gras mouillé. Sous la pluie, on était bien, on était en tête, on se battait contre Corvette, il devait y avoir, je sais pas, 5-6 heures de course, donc il y avait 12 heures de Sebring, on était au milieu de la course, il y avait encore du temps, on était bien, et là, c'est gras, mouillé, on met les slicks, je me fais rattraper par Magnussen, donc Yann Magnussen, le père de Kevin, qui a roulé très longtemps chez Corvette, qui me rattrape, qui roulait un peu mieux que moi à ce moment-là, et je lui ferme la porte dans le premier virage. En même temps on double une autre voiture dans la ligne droite, donc on est 3 de front. C'était sec sur la ligne de course, mais hors trage c'était mouillé, et là j'arrive au bout de la ligne droite, je freine, je suis dans le mouillé, je vais tout droit, et là Magnussen il tourne, je l'éclate, et c'est Porsche contre Corvette, on s'éclate dans le mur, pas de blessés, rien, mais les deux voitures mortes. Et ça c'était ma deuxième course en tant que pilote officiel, et Corvette aux États-Unis, quoi. Là ça a été mon premier moment dur sur les réseaux sociaux. C'était fait bâcher, quoi. Il y avait pas Instagram, mais c'était Facebook, et Facebook je l'ai pas allumé pendant une semaine parce que les mecs, les Américains, les rednecks, c'était des malades. Enfin voilà, j'avais l'impression que j'allais me faire tuer dans le paddock. Donc sans aller jusque là, mais voilà, ça a été dur. Donc la saison a mal commencé, et puis j'ai fait des super perfs en GT3, mais avec la RSR on a un problème au Mans, voilà, donc pas une super saison au final. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as eu un espèce de déblocage? Ça a été 2018 en fait, parce que je suis chez Porsche. La première année je fais pas de championnat complet, je fais des piges par-ci par-là, je gagne des courses, je fais 2 à Macao derrière Lorenz Vanthoor, donc une assez bonne saison, mais une grosse connerie au Nürburgring au 24 heures en qualif, je détruis la caisse sous le gras encore, c'était mouillé dans un virage où je pensais que c'était sec, et à Daytona et à Sebring, et là Porsche me met en IMSA pour toute la saison en 2017 avec Lorenz Vanthoor, donc championnat américain dans la RSR, et il y a un micmac, la même année ils prennent Jimmy Bruni, Gianmaria Bruni, qui vient de chez Ferrari, qui était le dieu de chez Ferrari. Porsche le prend, sauf qu'il y a un problème de contrat, etc. Donc moi j'étais censé faire toute la saison en 2017 avec Lorenz aux États-Unis, mais Bruni ne peut pas faire le WEC, pas faire le Mans, etc. Donc il change au dernier moment. Je fais les 2-3 premières courses aux États-Unis, et après je passe en WEC, en championnat du monde d'endurance, avec Michael Christensen dans la 92, qui est toujours ma voiture maintenant, mon numéro de voiture, avec le même coéquipier. Et on a une saison 2017 mitigée. On est vite, mais tous les problèmes que la RSR a, c'est nous qui les avons. De fiabilité, tu veux dire? Fiabilité, il se fait taper par Kobayashi à Bahreïn, on est en tête, on casse un moteur, on brûle la première course à Silverstone, enfin voilà. Donc une année difficile, mais personnellement une bonne année pour moi, mais voilà, on n'a pas de résultat. Et jusqu'à ce moment-là, j'ai jamais fini une course d'endurance de plus de 6 heures dans une top position. J'ai jamais gagné une course d'endurance de plus de 6 heures. J'ai jamais de résultat en endurance. J'ai gagné des courses sprint, j'ai été vite, j'ai fait des pôles, mais voilà, j'ai pas de palmarès. Donc t'as une frustration qui commence un peu à s'accumuler. Énorme. Mais ma première course d'endurance, ça a été Daytona en 2012, les 24 heures. Et là, on est en début 2018, et j'ai pas gagné une course d'endurance. J'ai pas fait le podium à Daytona. J'ai rien fait. Et là je me dis putain, c'est pas pour moi, je suis le chat noir, c'est impossible, il y a toujours quelque chose qui se passe quand je suis dans la voiture.
Donc à un moment doute pas personnellement, pas dans ma performance, mais dans ma possibilité de faire une carrière chez Porsche ou dans l'endurance. Et là, 2018, on arrive au Mans, c'est donc le WEC, le début d'année se passe bien, on gagne Spa, on fait 2, je crois, à Silverstone. On arrive au Mans, les 70 ans de Porsche, une année de ouf. Porsche avait fait ça en très grand. On avait tous les panneaux au bord de la piste, marketing, etc. Il y avait Porsche de partout, Notebox, en briques, enfin les stickers de tous les panneaux de box en briques, la voiture Pink Pig pour nous, la Brumos pour la Rothmans. Tu peux expliquer c'est la la Pink Pig. Donc en gros en 1971, il y a une voiture, un proto donc la 917, un proto qui a été très vite, qui a gagné beaucoup de courses chez Porsche. Ils font une voiture, cette 917, ils la modifient en 1971 et ils font une voiture assez large, assez courte. Ils ont comme sponsor Martini et juste avant Le Mans, Martini, je sais pas, il y a une crise, etc. Donc Martini n'est plus sponsor et là l'ingénieur de l'époque regarde la voiture et dit putain qu'est-ce qu'on va faire, comment on va la peindre, et là il l'appelle en allemand die dicke Bertha, donc la grosse Bertha, et il pense à un cochon. Je sais pas pourquoi, ou enfin voilà, et il va voir le board, ou je sais plus, il va voir le patron de Porsche Motorsport à cette époque et il lui dit on n'a pas de sponsor pour cette année. Non, c'est pas, on a le budget mais on n'a pas de sponsor. Si on la peignait, on faisait un cochon rose, on l'a peint en rose et voilà. Et puis c'est passé. Donc la voiture toute rose avec comme si en gros on allait chez le boucher à l'abattoir avec les pièces du cochon dessinées en pointillé avec le nom dessus. Ça délimite les ça pièces. Délimite la pièce, voilà, l'oreille. Enfin c'était tout en allemand, écrit en allemand sur cette voiture. L'oreille, la langue, etc. Bref. Donc ils font cette voiture là, un truc vraiment bizarre qui a rien à voir avec les livrets du sport auto normal, et la voiture casse, je crois, à 1h du matin. Ils étaient vite mais ils cassent, mais ça reste une voiture mythique pour les Porschistes. Voilà, c'est vraiment une voiture très spéciale, et les Porschistes ou les gens du sport auto, tu te rappelles toujours, si tu l'as vu, si tu la vois en photo une fois, tu te rappelleras que c'est une Porsche, tu te rappelleras le cochon rose incroyable. Et donc 2018, 70 ans de la marque, Porsche fait 2 livrées historiques, donc une Rothmans, 100 mètres Rothmans bien sûr, mais les couleurs, donc la marque de cigarettes, et nous on a le Pink Pig. Pour la petite histoire, Porsche nous demande aux 6 pilotes du WEC en début d'année, ok, on va faire ça, on a là, un truc de ouf, et là moi je roulais avec Michael Christensen et Lorenz Vanthoor, et là ils nous disent quelle voiture vous voulez, et moi je suis là. Et là, eux, ils se regardent, ils disent Pink Pig. Je les regarde, je leur dis, c'est quand même, c'est bizarre, hein. La Rothmans, elle est belle, hein. On voyait le visuel, et la Rothmans, elle était incroyable. La Pink Pig, c'est une icône, c'est très spécial, mais c'est pas la plus belle voiture au monde. Voilà. La Rothmans, c'était plus belle. Enfin, pour moi, en tout cas. Et les combines roses, etc. Je leur dis, mais vous êtes sûr? Ah, t'es fou. 100%. Et l'autre voiture dit, oh là là, Pink Pig, vous êtes fou. Rothmans. Parfait. Donc on part pour la Pink Pig. Donc on a la Pink Pig et donc la cochon rose en 2018 en hommage à 1971, et on fait 1 et 2 en qualif, et la course part, et donc les 24 heures du Mans. Grosse pression. J'ai le board member, donc celui qui est à la recherche et au développement de chez Porsche. Donc il y a un mec du conseil d'administration de chez Porsche, très très haut placé, qui vient me voir sur la grille. Il y avait vraiment beaucoup de monde cette année-là. Il vient me voir sur la grille. C'est moi qui prends le départ, et il me dit bonne course, hein. Tu fais pas de conneries au départ, hein. Cette course, il faut faire 0 connerie, il faut la gagner. Et il me regarde comme ça, il me dit ça, et moi je suis sur la grille. Super sympa. Ah, horrible. Horrible. J'ai eu un grand moment de solitude. Je pense que je me suis mis à battre à 200, et voilà, avant le départ, j'étais stressé, etc. Bon, voilà. Mais dès que tu mets le casque, tu pars le tour de formation, et là on part, on fait un bon début de course, on est en tête. Et pour la petite histoire, au Mans, il y a 3 safety cars, parce que la piste est trop grande. Et il y a le safety car qui sort. Il y a une BM ou une Ford qui était, donc on était P1, la Ford était P2, 4 secondes derrière moi. Il y a le safety car qui sort, et là on est à Arnage, et
et je pousse comme un malade. Au moment où il y a le safety car, où j'ai le panneau safety car, tu peux encore continuer à accélérer jusqu'à ce que tu sois derrière le safety car. Et il y a un safety car juste à la sortie d'Arnage, donc 500 mètres après qu'il y ait eu le panneau. Et là, je continue à pousser, j'essaie d'aller le plus vite possible, et je passe Arnage, et juste après moi, il y a le safety car qui sort. Donc ça veut dire que la voiture derrière moi, elle est derrière ce safety car-là, et moi, je suis derrière le safety car du départ, en gros. Donc j'ai 2 kilomètres, enfin 3-4 kilomètres d'avance. Sont délimitées. Exactement. André Autor a expliqué aussi cette histoire. Exactement. Donc là, on gagne 2 minutes sur les autres. Parce que on a de la chance, mais aussi parce qu'on était devant, on était premier, et voilà. Et peut-être si j'avais fait un mauvais, c'était mon tour de sortie. Donc je venais de rentrer au stand, c'était mon tour de sortie. Si je fais un mauvais tour de sortie, je fais une faute, je suis 2 secondes plus tard, je suis derrière safety car, et voilà. Et là, on gagne 2 minutes. Au bout de 4 heures, il y en a encore 20. Et on garde ces 2 minutes d'avance toute la course, et on finit avec 1 minute 50, et on gagne les 24 heures du Mans. Donc ça, c'est la première fois, ma première grande victoire en endurance. C'est Le Mans, la course que tu veux gagner, la plus grande course au monde. Et j'y crois pas toute la course. Je suis là. Les autres, Lorenz Vanthoor a déjà gagné les 24 heures de Spa, le Nürburgring. Michael a déjà gagné, donc Christensen, le Daytona. Donc voilà, ils connaissent, ils ont un palmarès. Et moi, je suis là, non, mais moi, ça va casser la voiture. Enfin, je veux pas y croire, mais je veux pas en croire en la victoire. Donc je suis stressé, j'arrive pas à manger, je dors 50 minutes, je crois, pendant toutes les 24 heures. Bref, et la voiture tient, et on gagne les 24 heures du Mans en 2018. Et là, c'est le soulagement, en fait. Tu commences à te dire, ça y est, je suis plus un chat noir. Voilà. Là, je me dis, ok, putain, au moins, voilà. Je sais pas comment ma carrière va continuer, mais j'ai gagné les 24 heures du Mans, on a fait tout ce qu'il fallait, et ouais, je suis plus un chat noir, enfin, en tout cas, je le suis pas pour cette course, et, j'ai rompu le sort. Et à partir de ce moment-là, ma carrière se débloque, en gros, en endurance, en tout cas, pas en termes de performance, je pense pas que j'ai beaucoup gagné. En termes d'expérience, c'est sûr, je suis un pilote plus complet, plus on roule, plus on fait de championnat, plus on fait de courses, meilleur on est, jusqu'à un certain moment. Mais voilà, à partir de ce moment-là, ça se débloque, et on gagne des championnats, on gagne des courses, on fait des pôles, on fait des choses extraordinaires. Donc là, tu commences à enchaîner d'autres victoires. Je crois que ton circuit préféré, tu me disais, c'est le Nürburgring, c'est ça? Ouais, la Nordschleife, ça a toujours été, et pareil en 2018, une semaine après avoir gagné les 24 heures du Mans, on va au Nürburgring et les 24 heures, et là on est en tête avec 3 minutes d'avance, je crois, et Romain Dumas, on a 1h du matin, et Romain Dumas glisse sur de l'huile et tape le mur, c'est fini la course. Bon, c'était dur, mais on a gagné les 24 heures du Mans la semaine d'avant. Mais c'est la course que je veux gagner. Après avoir gagné les 24 heures du Mans, le Nürburgring, c'est un circuit tellement exceptionnel. C'est un truc de fou, ce circuit. Donc ouais, c'est vraiment une course que je voulais gagner à cette époque. Et le Nürburgring, justement, c'est sur ce circuit-là que tu fais le Pass on the Grass? Ouais. C'est en 2019, ça, je pense. Ouais, ça doit être 2019. Pass on the Grass, ouais, sur une Mercedes, au bout de 3-4 heures de course. Donc au Nürburgring, sur la Nordschleife, si vous connaissez pas, vous pouvez taper ça sur YouTube, et je pense que vous allez voir un paquet de vidéos. Il y a une ligne droite, donc c'est un circuit le circuit de course fait 25 km. Donc on met 8 minutes pour faire un tour. C'est un truc incroyable qui se voit nulle part ailleurs. Le Mans, c'est 14 km. Là-bas, on rajoute 10. Et il y a une ligne droite de, je crois, 2,5 km, un truc comme ça. Donc il y a une aspiration de fou. Quand on est derrière, on se fait aspirer, et on gagne vraiment beaucoup de kilomètres-heure, de vitesse de pointe. Et là, je suis derrière la Mercedes. On se bat pour prendre la tête. Et la piste est assez large, on suit, je suis en train de prendre vraiment l'aspiration, je commence à gagner 1-2 km/h par rapport à lui, je me rapproche, et on est en train de doubler une petite BM, une M3 ou quelque chose comme ça, parce que là-bas il y a une grande disparité de voitures, qui est sur la droite, et là je sais que si je me décale sur la droite, lui il va me fermer la porte, il va me coincer contre la BM en gros, donc je me décale sur la gauche. Je commence à me décaler, on est à 2,75, et lui se décale à gauche, jusqu'au moment où j'ai mon pare-choc avant à la hauteur de son pare-choc arrière, il continue de tourner à gauche, et là j'ai l'herbe devant moi, je suis tout à gauche, et là t'as 2 solutions, soit tu lâches, et tu te remets derrière et tu t'essaies de doubler le virage d'après, enfin pas le virage d'après, même un tour après, parce que sur le Nürburgring, généralement tu doubles pas si le mec devant toi roule bien, et c'était le cas. Et
Et là, je prends la décision de rester à bloc et de passer un peu dans l'herbe. Donc je mets 2 roues dans l'herbe et il continue de me serrer. Et on se rapprochait du bout de la ligne droite avec un vibreur de 25 cm et on est à 2,75 et là je reste à fond et j'ai la moitié de la voiture dans l'herbe, la moitié sur la piste et là à un moment il ouvre, il me laisse la place, j'arrive à revenir sur la piste et je le double. Et donc voilà, c'est le Pass on the Grass, je crois qu'il a a pas mal de views sur YouTube. D'où ton style un peu agressif. Ouais, ça a toujours été mon style, ça on va dire ça me caractérise ou peut-être ça m'a fait me faire connaître envers un certain public ou voilà, je pense que j'avais déjà une petite réputation jusqu'à ce moment-là et je pense que ça m'a encore catégorisé, catalogué et voilà et je double et parce qu'à ce moment-là dans ta tête qu'est-ce qui se passe parce que tu te dis effectivement t'as le terre-plein, enfin le terre-plein c'est pas un terre-plein mais un gros vibreur qui arrive donc clairement faut pas le taper. Toi t'es pleine balle. T'as 2 roues dans l'herbe. Dans l'herbe, ouais. En fait, à ce moment-là, t'es mort. Parce que si t'es dans l'herbe, donc t'as 2 roues sur la piste, 2 roues dans l'herbe à 2,75, ça bouge un peu, mais c'était à peu près bien tondu, donc ça allait à peu près. Mais en allemand, je crois qu'ils disent the fastest low mower ever, donc la tondeuse la plus rapide au monde. Ça, c'est l'un des commentaires ou l'un des surnoms que j'ai. Et là, en fait, soit il te laisse pas passer et dans ce cas-là il faut que tu lâches le gaz mais lâcher le gaz ça déstabilise la voiture et tu risques de te mettre dehors, soit tu restes et t'attends mais si tu prends le vibreur de face parce que le vibreur il délimite la piste de l'herbe et c'est un trottoir en fait qui commence, un trottoir de 20 cm. Là tu t'envoles, enfin c'est impossible, c'est sûr que j'allais pas rester jusqu'à ce moment-là mais il fallait qu'en fait si lui me laissait pas revenir sur la piste, fallait que je lâche et que je me remette derrière lui mais lâcher ça enlève de la charge aéro, ça voilà, c'était dangereux donc j'étais un peu coincé à ce moment-là. Je savais en allant dans l'herbe, je savais que c'était un gros risque et qu'il fallait à un moment qu'il ouvre la porte et qu'il me laisse revenir sur la piste. Voilà, et c'est bien passé, je suis passé en tête donc ça a été mais quand je suis rentré mon boss de l'époque Pascal Zurlinden, un français franco-suisse m'a dit je sais pas si je dois te mettre une tarte et te renvoyer à l'hôtel ou te faire la bise. donc voilà, mais on est passé en tête et malheureusement on ne gagne pas cette année-là. Lorenz fait une erreur, il voit pas un drapeau jaune, il passe trop vite sous un drapeau jaune et on avait une avance de 4 minutes je crois et 4 heures avant la fin on prend une pénalité, un stop and go de 5 minutes 32 donc une éternité donc on a 1 minute 30 de retard sur une Audi et on revient à 45 secondes je crois, donc on fait P2 et après il y a une histoire de contrôle technique, on perd la P2, enfin bref voilà mais ça a été ma marque de fabrique on va dire. Donc sur mon casque que j'utilise au Nürburgring, j'ai un casque spécial pour cette voiture. La voiture s'appelle la Grello parce qu'elle est jaune et verte, donc green and yellow, Grello. Et j'ai un casque spécial et j'ai hashtag Pass on the Grass sur mon casque parce que je pense que c'est un truc qui me colle à la peau depuis 2019. Puis t'as gagné après au Nürburgring en 2021. Ouais. On gagne l'année dernière. Entre-temps, on gagne les 24 heures de Spa en 2019 aussi. Donc en 2019, on est champion du monde, gagne les 24 heures de Spa. Voilà. 2020, année un peu plus difficile. Et 2021, enfin, on gagne les 24 heures du Nürburgring avec cette voiture, avec la Grello. Une année dantesque avec la pluie, du brouillard pendant la nuit, donc ils arrêtent la course. Enfin bref, au lieu de faire les 24 heures du Nürburgring, on fait les 9h45 du Nürburgring parce que c'était impossible de rouler, on voyait pas à 50 mètres, donc sur un circuit comme le Nürburgring, c'était inimaginable. Là aussi, t'as encore une conduite assez agressive. Ouais, là on qualif sous la pluie. Je fais un premier tour correct, deuxième tour je suis en train d'améliorer, on a 2 tours top qualifying ils appellent ça, et le deuxième tour aquaplaning, un truc de malade, je perds la voiture, je touche un peu le rail, donc bref on fait 11 en qualif, donc on part 11e et là le départ c'est gras mouillé, c'est sur la grille. Il faut savoir qu'au Nürburgring le tour de chauffe, le tour de formation des All Safety Car il dure 20 minutes, donc c'est 25 km à rouler à 80 à l'heure. Un truc de ouf parce que t'as les spectateurs qui c'est vraiment old school c'est vraiment un truc à voir en tant que spectateur. T'as les spectateurs qui viennent sur le circuit pendant le tour de formation. Il y a des commissaires qui, on va dire, qui les encadrent un peu pour pas qu'ils viennent sur la piste, mais en tout cas ils sont dans l'herbe sur la ligne blanche à nous applaudir avec des fumigènes, avec etc. Bref, un tour de formation de malade, mais ça dure 20 minutes.
Et au Nürburgring, c'est dans le massif de l'Eifel. Il pleut souvent, mais il y a du brouillard souvent. Ça change toutes les 5 minutes. Le tour fait 8 minutes. Donc c'est très compliqué en stratégie, en choix de tactique de pneus. Et là sur la grille, il se met à pleuvoir. On sait qu'il va pleuvoir un peu dans la prochaine heure. Tout le monde est là. On met les slicks, les pluies, les slicks retaillés, etc. Et 1 minute avant qu'on parte, l'ingé dit on met les slicks retaillés. Le radar dit ça, on a 3 mecs sur la piste, parce que la piste est tellement grande qu'il va pleuvoir à un endroit, faire sec à un autre endroit. Ça va le faire. On met les slicks retaillés. Je lui dis, t'es sûr? J'ai jamais roulé avec ça. Ouais, l'année dernière ça marchait bien, avec un autre pilote, ça va le faire. Ok. Donc on part en slicks retaillés. C'est quoi des slicks retaillés? Donc c'est des slicks et il y a rainures pour voilà, c'est des slicks et c'est fait manuellement. On a un ingénieur de chez Michelin qui est là avec nous. Donc des slicks, donc sans des pneus lisses pour le sec, sans rainure. Et là, l'ingénieur de Michelin, il a un espèce de cutter spécial avec et il retaille un peu les pneus. Il fait des rainures en fait dans les pneus pour évacuer l'eau si jamais il y a de l'eau. Et donc c'est un bon compromis. C'est des intermédiaires un peu quand on voit une course de F1 ou autre, mais plus slick quand même qu'un intermédiaire. Et c'est fait à la main. Et on part, et dans le tour de formation en fait il y a il y a 3 virages secs, après 3 virages mouillés, 3 virages complètement secs, après une grosse averse, enfin bon. Et là moi je me dis ok, il faut que je me rappelle de tous les virages qui sont mouillés. C'est la stratégie que je me dis à ce moment-là. Et il doit y avoir je pense 130 virages au Nürburgring, donc 25 km, il faut se rappeler de tous les virages. Enfin, je les connais les virages bien sûr, mais te rappeler, ok, celui-là c'était mouillé, celui-là pas trop, à l'extérieur il y a du grip, enfin voilà. Donc je suis là dans ma tête, essayer de me rappeler, etc. En même temps faire chauffer les pneus, dire les conditions à mon ingénieur, les commissaires, les spectateurs autour, enfin c'est un truc de fou quoi. Bref. Et là on part, donc je pars 11e, je fais un départ moyen, enfin on va dire la première ligne droite moyenne, je passe je crois 13 ou 14 et je redouble. Et là je fais sûrement le meilleur relais de ma carrière ou l'un des meilleurs relais de ma carrière, en plus en ayant les bons pneus à ce moment-là, etc. Et je passe premier au 4e tour. Donc je passe de 11 à premier avec les meilleurs pilotes au monde en GT, à se battre contre des Mercedes, des Aston, des Lambo, des Audi, d'autres Porsche, voilà. On passe en tête et voilà, on se bat pour la victoire et on gagne. Donc ce jour-là, t'étais injouable quoi. En tout cas, sur ce relais-là, j'avais la confiance, j'avais les bons pneus, j'avais le team derrière moi, j'avais la voiture qui allait bien. Et j'ai pas fait d'erreur. J'ai fait, je pense, la meilleure course de ma carrière, je dirais là-bas, parce que c'est un circuit tellement compliqué et je l'avais tellement à cœur de gagner cette course. 2 fois en 2018-2019, on était en tête, on a un problème, etc. Et là, je me dis, cette année, il faut vraiment qu'on gagne, quoi. Et il y a un restart de safety car, donc il y a un très long drapeau rouge à cause du brouillard et on repart pour 3h45 de sprint. C'est les 24 heures du Nürburgring, mais il reste 3h45 et on est 10 pilotes à pouvoir gagner, 10 voitures à pouvoir gagner, parce que les écarts sont du coup neutralisés, donc on repart. Et là, c'est une course de sprint et on se partage la voiture avec Michael Christensen. On était 3 pilotes, mais à ce moment-là, le 3e se sentait moins bien que nous, donc voilà, moi je fais le restart. On se bat, on était devant. Michael fait un super relais et après je repars pour les 2 dernières heures. Et là pareil, il pleut encore il pleut encore un petit peu dans le pit stop, donc il restait 2 heures de course, on était 2e à ce moment-là, on se battait contre une BM et une M6 et là il se met à pleuvoir pendant le pit stop et les mécanos avaient déjà mis les slicks et là le team manager il regarde le radar, il entend à la radio les mecs qui sont autour du circuit qui travaillent pour le team en disant il pleut ici, là il fait sec, etc. Et là d'un coup il change de stratégie. Il dit ok, on met pas les médiums, donc on met pas les pneus médiums, on met les tendres. Et donc là les mécanos ils enlèvent les pneus. Le pit stop est assez long au Nürburgring, mais ils enlèvent les pneus. Et il restait, je voyais moi, il me restait 10 secondes. Il faut partir il y a un temps minimum pour le pit stop. T'as une fenêtre en fait. Ouais, une fenêtre et t'as pas le droit de ressortir à moins de 1 minute 30. Donc et moi je vois, il faut que je parte dans 10 secondes. Et ils sont en train d'enlever les roues. Ok. Ils enlèvent les roues, je regarde dans le rétro, il y a même pas les autres roues qui sont prêtes. Et moi, ils me disent rien à la radio. Et là, les mécanos, ils arrivent, ils mettent les roues, ils descendent la voiture, je pars. Et finalement, on perd 5 dixièmes dans le pit stop, donc ça va. Et je leur dis, j'ai quoi comme pneu? T'as les tendres.
Et pourquoi? Et c'est sec. Non, il va pleuvoir. Et il s'est mis à pleuvoir à certains endroits du circuit et je fais un super relais encore et on a été un peu décalé en stratégie, mais en fait on double la BM pas sur la piste parce qu'on était décalé en stratégie, mais je fais des meilleurs temps que lui et on le passe et voilà, et on gagne cette course. Donc encore un petit détail qui a fait que voilà, et c'est le team aussi, c'est le team qui fait un super choix à ce moment-là. Donc je gagne le Nürburgring en 2021. Puis à ce moment-là, l'agressivité paye, c'est-à-dire que l'agressivité te rend un peu comme un héros parce que tous les risques que tu as pris ont fonctionné. À contrario, je crois, de quelques temps après c'est quelques temps après, au Mans, où là l'agressivité paye pas, c'est ça? Ouais, c'est comment c'était l'année dernière? Ouais, c'était après parce qu'ils ont décalé le Mans en 2021, donc on gagne le Nürburgring en juin, je pense, et le Mans c'était fin août. Et là, je fais personnellement 2021, c'est je pense ma meilleure année en termes de vitesse pure, d'erreurs, etc. Je fais une super année, je fais toutes les pôles en WEC, et on arrive au Mans, je fais la pôle je fais les meilleurs temps en essai, etc. Et après, on a la hyper pole au Mans en 2021. Donc, les 6 voitures les plus rapides de chaque catégorie. Et là, je suis dans un bon tour, le premier tour qualif, et en sachant qu'on en fait qu'un normalement, parce que le circuit est long. Et là, j'arrive à Indianapolis. Donc, à Indianapolis, t'as 2 virages. T'as un virage très rapide en 5 qui doit passer à 230, un truc comme ça, 240, et après un gauche où il y a du banking, et là je rentre un tout petit peu trop vite dans le virage, j'en ai trop fait en fait, je perds l'arrière, je sors, je tape le rail peut-être à 150, 160, moi j'ai rien, mais je sais qu'avec l'angle que j'ai eu, je tape le rail à l'arrière, une Porsche à l'arrière, enfin c'est solide, mais voilà, le châssis est là aussi pour amortir, et j'ai rien eu en tant que pilote, je me sentais bien aussi parce que le châssis a amorti, le moteur, etc. Je sors de la voiture et là je vois que le châssis est mort. Donc on est en qualif au Mans le jeudi soir, la voiture elle a été préparée pendant 2 semaines pour être aux petits oignons, les carrosseries, tout, que ça soit nickel, et là c'est un gros compromis, le team je sais que j'ai fait une grosse connerie, quoi. C'est la course la plus importante de l'année et j'ai mis la voiture dans le mur. Je sais pas si on va pouvoir réparer le châssis, si on va pouvoir changer de châssis, etc. Donc ça a été un moment dur. Donc c'est le double tranchant en fait justement de cette agressivité qui fait que elle t'a rendu héros un jour et elle te rend. Tu passes de héros à zéro, zéro en 1/10 de seconde. Et c'est la vie d'un pilote, mais ça résume bien ma vie, je pense, parce que je suis dans l'agressivité, c'est ma façon d'être en fait, c'est pas, je me force pas, voilà, c'est mon style de pilotage, c'est voilà, quand on voit je sais pas moi, si on peut comparer sans vouloir me mettre au même niveau qu'eux, mais Prost et Senna, t'avais deux types de pilotes complètement différents, et c'est un peu le même cas voilà, tu prends un Verstappen et un Perez ou etc. Chacun a sa manière d'être rapide et de doubler, de dépasser, etc. Et moi je suis assez agressif, assez incisif, je prends peut-être un peu plus de risques que les autres, ça paye souvent mais pas tout le temps, et quand tu fais une erreur, t'en payes les pots cassés, et des fois c'est dur pour le team, voilà, mais le team a été cool. Je suis rentré, a été cool. Voilà, je savais qu'ils étaient tous déçus, qu'il a fallu qu'ils fassent une nuit blanche, qu'ils réparent la voiture, qu'ils reconstruisent la voiture, mais ils m'ont dit écoute, c'est comme ça, hein, t'as fait toutes les pôles depuis le début de l'année, on est en tête du championnat du monde, voilà, on accepte. Si tu te mets jamais dans le mur, ça veut dire que t'es pas à la limite et qu'il en manque un petit peu. Donc voilà, c'était pas le moment, mais c'est comme ça. C'est jamais le moment, je pense, finalement. Non, c'est sûr, mais on va dire que tu te mets dans le mur à la première séance d'essai d'une course lambda, c'est pas comme se mettre dans le mur à la dernière séance qualif du Mans, alors que quand on voit la préparation qu'il faut pour être vite au Mans, pour gagner cette course, quand on voit l'amour du détail, le temps que passe chaque mécano à préparer la carrosserie, les roulements, les pit stops, les jantes, il y a tellement de détails, on sait que c'est un gros compromis, quoi. Là, ça fait 5 ans maintenant que t'es chez Porsche. T'as 33 ans, t'es clairement même au pic de ta forme, je le disais, puisque ta plus grosse saison c'est 2021, donc c'est hier. Ouais. Porsche va arriver en hypercar. C'est quoi un peu la suite pour toi? Parce que je pense que la suite, elle s'écrit chez Porsche. Ouais, c'est en tout cas mon souhait. La suite pour moi, c'est
mon but ultime, c'est de gagner les 24 heures du Mans au général. Ça, c'est sûr. C'est depuis que j'ai commencé l'endurance, ça a été mon but. J'ai eu la chance et l'opportunité, et ça s'est tout aligné en 2018 pour gagner le Mans en GTE Pro, qui a été un succès, et, un truc exceptionnel dans ma carrière, dans une catégorie très très relevée. Là, il y a la Hypercar qui arrive. Il va y avoir 7-8 constructeurs au Mans aux États-Unis. Ça va vraiment, je pense, être un truc incroyable dans les 2-3 années qui viennent. Mon but, c'est d'en faire partie, mais c'est encore un peu trop tôt pour le dire. C'est pour ça que je suis, que peut-être inconsciemment, je fais ma meilleure saison l'année dernière, parce que ça a été annoncé l'année dernière dans l'hiver. Et voilà, il faut tout mettre de son côté, tout mettre toutes les chances de son côté, et essayer d'être là, de pas faire de conneries, de gagner des courses, gagner des championnats, d'être professionnel, d'être bon dans la presse. Voilà, il y a pas que la piste, il y a beaucoup de choses autour. Donc essayer de s'améliorer de partout, et c'est sûr que c'est mon but. Je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas j'espère. Je te le souhaite. Merci. Et maintenant, tu roules avec quoi comme voiture? Parce que tout à l'heure, on parlait de ta première voiture, tu sais, ouais. ta Carrera. C'est vrai. C'est quoi? T'es passé sur l'électrique, là? J'ai une hybride. C'est peut-être un signe pour le futur. Non, j'ai eu une Panamera Turbo S hybride jusqu'à l'année dernière, et là j'ai un Cayenne Turbo S hybride. Finalement, t'es arrivé au Cayenne. Je suis arrivé au Cayenne. Je suis papa. Ouais. Donc voilà. Ça, mon grand dame. Non, pas d'être papa. Ça, c'est la plus belle chose au monde, mais la 911, j'ai eu une Turbo S après. Donc après cette Carrera, j'ai eu 3 Turbo S, 911 Turbo S, qui est ma voiture favorite, parce que je fais 70 000 kilomètres par an, et la Turbo S, c'est une voiture fantastique. Mais on a déjà fait un petit trip d'un week-end avec le cosy derrière, ma femme dans la boîte à gants. Parce que pour que le cosy rentre, il faut avancer le siège. Et j'ai vu que ça allait être compliqué, donc du coup tu t'es résigné, quoi. Je me suis résigné. J'ai un Cayenne, et puis voilà, c'est plus facile, mais je pense que là je suis en train de me chauffer pour une 911 Touring pour l'année prochaine, donc on verra. Donc le GT3 Touring. Ouais, une GT3 Touring, parce que c'est même si je fais beaucoup de kilomètres, c'est une voiture que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est sportif sans être tape à l'œil, ouais. C'est discret, ça fait un bruit de fou, ça a un grip de malade. C'est une voiture qui se rapproche vraiment d'une voiture de course sans qu'on la repère. Et puis je sais pas, on prendra ma femme est vendeuse pour une autre marque, donc Mercedes pour pas la citer, donc quand il faudra qu'on ait une autre grosse voiture, on prendra une GLE pour le week-end, et puis ça ira. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour finir un peu ce podcast, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, sportivement, enfin comme tu veux? Personnellement, continuer d'être heureux dans ma vie, en fait. La vie personnelle, c'est en dehors du sport auto, c'est très important pour moi, mais ça en fait partie, en fait. Quand t'as une bonne saison, que tu te sens bien dans la voiture, en dehors, tu te sens bien aussi. C'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Je suis équilibré. Enfin, je me sens. J'ai trouvé le bon équilibre, je pense, ces dernières années. Peut-être agrandir un peu la famille, donc voilà, et on est en train de faire construire une maison, donc voilà, il y a pas mal de choses sur le plan privé qui est en train de bouger, et professionnellement, de se revoir au Mans l'année prochaine ou l'année d'après, peut-être dans une autre voiture, et en ayant gagné au général. Chez Porsche, ça serait quelque chose que voilà, ce serait mon but ultime, et j'espère que j'y arriverai. C'est tout ce que je souhaite, et je souhaite mec, il faut vraiment que je découvre Le Mans de manière plus approfondie, mais là déjà tu nous as fait découvrir un peu toutes les coulisses. Ouais. On a eu la chance d'entendre démarrer la RSR tout à l'heure. Enfin, j'ai perdu un tympan d'ailleurs. Mais non, c'est incroyable de voir toute la logistique qu'il y a derrière, en fait, et de voir un peu les humains qui sont derrière tout ce dispositif qui paraît absolument incroyable, rien que l'hospitalité. L'hospitalité, c'est juste c'est pas la cantine de. Non, c'est pas la cantine du lycée, non. Voilà. Non, c'est. Il y a plus de betteraves d'ailleurs, donc. Ouais, c'est meilleur, je pense. Non, mais c'est très cool. C'est vraiment trop cool.
Donc merci pour l'opportunité de nous avoir fait découvrir ça. De rien. C'était un super moment et écoute, bah rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Hein. Voilà, j'ai entendu la 100e, c'était Jean Todt, quelque chose là. Ouais, mais c'est que la 100e, ça va arriver assez vite. D'ailleurs, Jean Todt, si tu les écoutes, j'ai toujours pas sous contact. Hein. Je sais pas. Ok, on fera, je sais pas, la 150e au Mans en Hypercar. 150e, ça devrait coller. Ça devrait coller. Okay. À bientôt, Kevin. Ciao, à bientôt. Ciao.